Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Aujourd'hui, nous revenons sur les récents records battus par l'or. Le cours de l'or a atteint un nouveau record hier à 3 500 $ pour une once. Le métal jaune a pris plus de 30% depuis le début de l'année. Ma collègue Ondine Ouérès en parlait dans le brief du 23 avril dernier. Le métal jaune a donc joué pleinement son rôle de valeur refuge lors des récents soubresauts liés aux droits de douane. L'once d'or a même franchi le cap des 3 500 $ pour la première fois de son histoire le 22 avril dernier. Quelques semaines avant cela, il avait dépassé les 3 000 $, là aussi pour la première fois de l'histoire. Aujourd'hui, alors que les tensions commerciales s'estompent et que l'appétit pour les produits risqués revient progressivement chez les investisseurs, le cours de l'or navigue autour des 3 300 $ l'once, ce qui fait dire à certains suiveurs que le prix de l'or est devenu un indicateur qui permet de juger de la baisse ou de la hausse des tensions commerciales. Mais est-ce le bon moment pour investir dans l'or ou est-il déjà trop tard ? Quel est l'impact de la hausse des prix pour les investisseurs ou encore comment se procurer de l'or physique ? Pour répondre à ces questions, nous avons tendu notre micro à Vincent Juvins, le nouveau responsable de la stratégie d'investissement chez ING. Nous avons aussi posé quelques questions à Sandro Ardizon, le CEO du négociant en or Gold & Forex International. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast de l'Écho qui suit les nouveaux investisseurs. Je vous rappelle aussi que nous enregistrerons une émission en public le lundi 26 mai prochain au Kinépolis de Bruxelles. Nous mettons dans les notes de l'épisode toutes les informations pour vous inscrire à cette soirée spéciale. Mais sans plus attendre, place à notre émission de la semaine avec pour thématique l'or. Vincent Juvins, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau chef de la stratégie d'investissement de la banque ING. On a connu des mois plus calmes pour une entrée en fonction. C'est exact. Mais enfin, moi, je pense que c'est une bonne période pour entrer en fonction. Finalement, le boulot d'un stratégiste, c'est de pouvoir garder le cap dans la tempête. Donc, quand il y a une tempête, évidemment, ça permet justement de montrer ce dont quoi on est capable. Et finalement, j'hérite d'un bateau qui était déjà relativement bien orienté et bien équipé pour y faire face. Mmh. Alors on voit dans tous ces changements, ces chamboulements, une certaine constante ces derniers mois, c'est l'intérêt grandissant du public pour l'or parce que les prix du métal jaune ne cessent de grimper. C'est vrai, on commence à voir cet intérêt du grand public, cet intérêt des médias pour l'or. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Ces dernières années, ça a surtout été un intérêt des investisseurs institutionnels et des banques centrales qui commencent en effet à percoler dans la société. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu ce prix de l'or monter sans que pour autant les particuliers y souscrivent largement. Et alors, quels sont ces éléments qui favorisent un prix élevé ? On est quand même on a passé des paliers très symboliques. C'est vrai que l'or atteint des sommets. Il faut dire que ces dernières années, l'or avait toutes les raisons de bien performer, sans remonter très très loin en arrière. Remontons peut-être à la période du Covid, où on avait un peu l'impression que le monde s'effondrait autour de nous. Et dans ce contexte-là, évidemment, parmi les valeurs refuges, l'or est évidemment l'un des actifs qui est souvent plébiscité. Donc quelque part, ça a été un peu le début de ce qu'on pourrait appeler le re-rating de l'or et de l'intérêt des investisseurs pour cette matière. Intérêt qui s'est renforcé dans le sillage du Covid du fait des disruptions en termes d'inflation que ça induit. Après le Covid, rappelez-vous, il y avait vraiment une distorsion de l'offre et de la demande, des pays exportateurs qui ne parvenaient plus à exporter leurs matières de Chine typiquement vers l'Occident. Donc il y avait réellement une inadéquation entre offre et la demande. Il y avait une inadéquation entre offre et demande sur les marchés du travail. Beaucoup de gens avaient changé d'emploi, avaient redonné une nouvelle orientation à leur carrière, revenaient que graduellement sur le marché de l'emploi. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, qui est venue encore rajouter une couche en termes d'inflation. Or, l'or a, en plus d'être une valeur refuge dans des temps troublés, dans des contextes géopolitiques fragiles et autres, est une valeur refuge contre l'inflation historiquement. Donc, il y avait une raison supplémentaire réellement d'aborder l'or
en portefeuille et comme valeur refuge en portefeuille. Et avec un environnement de taux bas aussi qui favorise... Alors les taux finalement ont été un des éléments qui est venu accélérer la tendance, sachant évidemment que lorsque les taux baissent, les obligations deviennent moins attractives et par voie de conséquence, les autres actifs finalement voient leur attractivité renforcée, d'autant plus dans un contexte encore une fois d'inflation préexistante. Maintenant il y a évidemment d'autres éléments qui sont venus accélérer ce processus. Pour moi réellement la guerre en Ukraine a été un point marquant. Puisque on a vu évidemment que les avoirs russes libellés en dollars ont été gelés par la communauté internationale. Je pense pas, on peut pas parler de confisqués, mais en tout cas bloqués en l'état actuel des choses. Pour un certain nombre d'États, premier desquels la Russie, mais l'Iran était déjà bien conscient de ce fait, mais en Chine ou dans les pays émergents, ça a évidemment été une piqûre de rappel qu'avoir des actifs en dollars, ça peut être, dans le cas de sanctions économiques, dangereux. Donc l'instrumentalisation du dollar dans les sanctions économiques est quelque chose qui incite pas mal de banques centrales émergentes à diversifier leurs réserves de change. Or, lorsque je regarde ces 3 dernières années, les principaux acheteurs d'or, ça a été les banques centrales. Elles ont racheté en 2022, 2023, 2024 plus de 1000 tonnes d'or, c'est-à-dire plus de la moitié de la production mondiale. Ce sont quand même des investissements significatifs et 30% de ces investissements, c'est à peu près des investissements réalisés par la Chine. Et la guerre en Ukraine est finalement venue rappeler cela pour un certain nombre de pays, mais elle rappelait doublement ce qui s'est passé en juin l'an passé, c'est-à-dire au moment où on a utilisé les revenus générés par les avoirs russes en euros bloqués chez Euroclear, a sans doute été aussi un signal pour les émergents que leur dollar n'était pas nécessairement sûr, mais leurs euros non plus. Donc quelque part, il a fallu chercher des alternatives au dollar et à l'euro. C'est là qu'on a vu un engouement structurel encore renforcé pour l'or, mais également pour les crypto-monnaies qui ont été également un moyen finalement de transférer des flux financiers d'un endroit à un autre, hors dollar, hors euro. Et là, actuellement, on voit que cet engouement, il est très perceptible dans le grand public, chez monsieur, madame, tout le monde. En bourse, monsieur, madame, tout le monde, pour se positionner sur l'or, il peut le faire en achetant de l'or via ce qu'on appelle l'or papier, les ETF, ou en investissant dans des compagnies minières, par exemple, dans des extracteurs d'or. Alors, quelles sont les différences entre ces deux types de produits et qu'est-ce qu'un investisseur peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en fait, pour entrer dans l'or? Alors, on reste positif sur les perspectives pour l'or chez ING. Donc, on continue à avoir, comme on dit en jargon, une surpondération de l'or par rapport à notre poids cible sur cette classe d'actifs. Pour donner un chiffre, dans nos portefeuilles, on est aux alentours de 2% en termes d'exposition à l'or. Alors, quelle est la position idéale à avoir en portefeuille? Ça dépend un petit peu de la surface de son patrimoine. Si on a un patrimoine relativement peu conséquent, je dirais que bon, je mettrais pas une place d'or très importante, mais enfin, plus le patrimoine est conséquent, plus avoir une exposition à l'or fait sens. En général, on dit que 5% d'or est en tout cas une valeur qu'on peut recommander à nombre d'égards. Voilà, en tout cas, pour donner un petit peu des repères, en tout cas, de ce que serait une exposition qui fait sens. Donc, pour les particuliers qui nous écoutent, c'est certain qu'avoir un peu d'or en portefeuille, entre 2 et 5%, nous avons fait le choix de 2, ça a du sens. Et par rapport aux mines d'or, on a vu il y a un peu plus de 5 ans beaucoup de concentration dans ce secteur et c'est un secteur qui ne réagit pas aussi directement que le cours de l'or. Voilà, je pense que pour les particuliers qui nous écoutent, je pense que le pari sur l'or en tant que tel est probablement plus pur, plus facile à appréhender que le pari sur les minières, où il y a d'autres considérations qui rentrent évidemment en ligne de compte, la concentration dans le secteur qui peut faire que la société qui achète évidemment voit son cours s'envoler ou pas plus que celle qu'elle acquiert, où il y a vraiment des considérations avec les taux d'intérêt également, avec des situations géopolitiques très spécifiques au pays où elles opèrent. En d'autres termes, c'est plus compliqué en tout cas de faire un pari en tout cas efficace sur les minières que de le faire sur l'or. Tandis que sur l'or, c'est clairement un pari lié à la situation géopolitique et macroéconomique qui est plus facilement lisible de mon point de vue. Alors l'or actuellement, l'once d'or, on est autour de 3200, 3300 dollars. Comment est-ce que chez ING on fait pour valoriser l'or, pour calculer le prix de l'or et l'estimer dans les mois, les années qui viennent? Et d'ailleurs, quelles sont vos estimations?
Bon, il y a déjà une approche macroéconomique. Dans quel contexte inflationniste est-ce qu'on estime qu'on va être au cours des 12 prochains mois et au-delà? S'il est évident un peu comptable sur une inflation qui est au-dessus de l'objectif, on peut imaginer qu'il y ait une demande pour un actif qui protège par rapport à cette inflation, qui soit en demande. On est face à un actif physique, donc clairement un actif qui n'offre pas de revenus, donc contrairement aux autres actifs financiers où on peut actualiser des revenus futurs pour déterminer un prix au temps actuel, sur l'or, c'est clairement des anticipations d'offres et de demande. La demande étant stimulée notamment par les plus gros acheteurs, les banques centrales, il faut faire une évaluation de finalement quels pourraient être les achats réalisés par les banques centrales au cours des prochaines années. On l'a évoqué, les banques centrales émergentes sont celles qui drivent aujourd'hui cette tendance à l'achat, et notamment la première d'entre elles, la Chine, qui achète à peu près représente un tiers des achats d'or ces dernières années. Donc on est à peu près à plus de 300 tonnes sur la Chine, donc c'est tout à fait significatif. Il faut savoir que l'or ne représentait en 2015 que 1,8% des réserves de la banque centrale chinoise. Après ces achats quand même conséquents de ces dernières années, on note que l'or représente aujourd'hui 5% des réserves de la Banque centrale chinoise, alors que les normes, je dirais, au niveau international, ou en tout cas les moyennes au niveau des banques centrales internationales, sont aux alentours de 16% d'or dans les réserves des banques centrales. Donc ça veut dire que pour y arriver, la Chine pourrait encore tripler ses achats d'or dans les prochaines années. Donc il y a certainement encore, sur la demande de banques centrales comme celle de la Chine, mais également de la Russie et dans les émergents, une demande qui va rester insensible au prix et importante au cours des prochaines années. Et alors, dernière question, on voit aussi que l'or parfois tire vers le haut ou vers le bas d'autres matières premières et d'autres métaux précieux. Qu'en est-il sur les autres métaux précieux? Est-ce que là aussi vous voyez des opportunités ou des changements dans les stratégies vu les prix très élevés de l'or actuellement? C'est l'or qui réellement, en tout cas, a tout notre intérêt à l'heure actuelle. On a vu des banques centrales, je pense notamment à la banque centrale russe qui avait notamment l'an dernier mis l'accent sur l'argent également. Mais enfin, de notre point de vue, c'est l'or réellement qui est le principal actif plébiscité, encore une fois, par les banques centrales qui en achètent massivement. On ne voit pas un engouement aussi important pour les autres métaux précieux. Et à contrario, on voit que sur tout ce qui est métaux industriels, on a plutôt une pression aujourd'hui à la baisse du fait en fait que les problèmes géopolitiques qui soutiennent le prix de l'or pèsent sur la croissance économique. Le FMI qui s'est exprimé dernièrement sur ses perspectives, en tout cas de croissance pour l'économie mondiale, table sur une baisse de la croissance économique. Et clairement, on est dans un monde qui est aujourd'hui plutôt en train de patiner économiquement et qui sera moins demandeur évidemment de matières premières telles que des métaux industriels. Merci Vincent Juvin d'avoir répondu à nos questions. Comme je vous le disais dans l'introduction du podcast, nous sommes également allés voir un négociant en or, Sandro Ardizon, le CEO de Gold & Forex International, où là aussi on perçoit une forte hausse de la demande en or. Bonjour Monsieur Ardizon. Bonjour Salim. On constate dans votre secteur une forte demande, surtout du grand public, et il y a beaucoup de nouveaux acheteurs. Est-ce que c'est bien ça? Alors, il est clair que le contexte actuel a créé une demande accrue pour l'or d'investissement, bien que cela reste un marché de niche, puisque c'est un marché qui est globalement méconnu du grand public. On assiste depuis maintenant, je dirais même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à une demande accrue pour des valeurs refuges, un besoin de protéger son patrimoine partiellement avec de l'or d'investissement, mais aussi avec de l'argent métal. Alors on est à des niveaux records. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir dans l'or aujourd'hui? Alors c'est une question qu'on me pose tous les jours au téléphone. Et il est vrai que quand on voit les performances de l'or depuis le début de l'année déjà, on est à plus 26% en dollars et plus pratiquement 16% en euros. Donc c'est quand même des performances qui sont non négligeables pour un actif qui est censé protéger contre l'inflation et contre la volatilité. Mais malgré les cours historiquement élevés que nous avons connus, le grand public qui s'intéresse à l'or d'investissement est plutôt acheteur. Mmh. Et la manière dont cela se passe, c'est que, je dirais, il y a deux phénomènes à bien comprendre. Il y a d'une part les clients qui n'ont jamais acheté d'or par le passé et qui se sont renseignés sur l'endroit pour pouvoir en acheter. Et eux, c'est un petit peu le FOMO effect, comme en bourse, Fear of Missing Out. Eux commencent progressivement à en acheter
pour constituer un petit patrimoine en or. Et puis vous avez d'autres personnes qui ont de l'or depuis de nombreuses années, qui profitent des pics historiques pour alléger un peu leur position. On a un peu les deux phénomènes qui se jugulent. Un chassé-croisé sur les cours de l'or. Alors, plus qu'un autre actif, l'or, il faut vraiment le voir à long terme. Tout à fait. Et c'est une réponse à laquelle je suis toujours très articulé quand un client me demande s'il est l'heure d'acheter de l'or. Moi, je dis toujours, il est l'or, mon seigneur. Petite phrase de Louis de Funès. Simplement parce que l'or est un actif qui n'est pas spéculatif. C'est un actif de diversification. Ce n'est pas une monnaie. C'est bien un actif qui permet de diversifier son patrimoine. Et la durée d'investissement recommandée, c'est minimum 3 à 5 ans. Après, si l'on regarde les performances historiques de l'or depuis 2000 à aujourd'hui, et la performance est plutôt exceptionnelle. On a une performance de pratiquement 10,5% de return annuel sur l'or depuis 25 ans, quand on sait qu'entre 1980 et 2000, l'or était plutôt à 0% de performance. On va dire qu'on vit un contexte qui est quand même assez particulier. Et quelle est donc la bonne proportion à avoir en or dans un portefeuille bien diversifié ? Personnellement, je pense que tout un chacun devrait avoir un petit peu d'or dans son portefeuille et avoir une allocation dans son portefeuille entre 5% et jusque peut-être 20% quand le contexte est un peu plus compliqué. C'est pas impossible. Donc, dans les périodes actuelles, vous préconisez quand même de monter jusqu'aux 20%. Il y a différentes manières d'être investi dans l'or. Pour un jeune investisseur, quelle serait la bonne manière de faire ses premiers pas dans l'or ? Pour répondre à votre question, tout d'abord, je dirais le curseur que l'on va mettre sur l'investissement en or dépend vraiment du profil de risque de chaque personne. Il est clair que les investisseurs plus anxieux ont tendance à avoir plus d'or dans leur portefeuille, mais c'est clair que la fourchette 5-20 est une fourchette qu'on entend régulièrement. Alors au niveau des jeunes générations, comment attirer les jeunes générations ? Il est clair qu'aujourd'hui, les personnes qui achètent de l'or ont en moyenne 50-55 ans. Et notre mission aussi, c'est de faire connaître davantage l'or d'investissement aux jeunes générations. Et comment on y arrive ? On y arrive en essayant de digitaliser davantage la manière dont on peut acheter, stocker et vendre, toujours autour d'un concept physique. On le voit au quotidien, les jeunes aiment bien le côté spéculatif des produits financiers, il y en a pas mal qui jouent avec les crypto-monnaies, et moi j'ai envie de dire, il ne faut pas opposer les crypto-monnaies à l'or d'investissement, aux actions, etc. Il faut simplement faire comprendre aux jeunes investisseurs que chaque actif a sa place dans son portefeuille et que parfois il faut utiliser les plus-values générées par exemple sur les cryptos pour sécuriser du capital et l'investir, pourquoi pas, en or physique. En voyant le prix de l'once d'or, un jeune investisseur n'a pas forcément ce type d'allocation à mettre dans de l'or. Comment est-ce qu'il peut investir à moindre coût dans de l'or physique ? Par rapport à cette demande et à ce besoin, nous sommes en passe de finaliser le lancement d'un nouveau produit qui s'appelle le Gold Reserve Plan. Il s'agit d'un plan d'épargne automatique par domiciliation qui va permettre à chaque client, chaque investisseur d'acheter tous les mois, s'il le désire, 1 gramme d'or. 1 gramme d'or aujourd'hui coûte de l'ordre de 93-95 €. Et donc, chaque investisseur, chaque épargnant pourra se constituer une épargne sur le long terme équivalente à 1 gramme par mois. Une sorte de DCA. Et donc, il faudra à peu près 30 mois pour avoir une once. Exact. Ouais. Voilà. Par rapport à ça, c'est toujours intéressant, vous me parlez du DCA. Mais je prends toujours cet exemple lorsque je fais une présentation par rapport aux jeunes générations, puisque j'ai eu la chance d'aller aussi enseigner récemment lors d'un cours de finance à Solvay, invité par un professeur de finance. Et je sors souvent un graphique, l'évolution du cours du Napoléon depuis 2000 à aujourd'hui. Donc le Napoléon, c'est une pièce de monnaie, 20 francs français, qui a une contenance en or fin de 5,8 grammes. Et sa valeur aujourd'hui se négocie autour de 555 €. Et en fait, si vous aviez acheté un Napoléon depuis 2000 chaque année, donc une fois par an, si vous avez acheté un Napoléon chaque année, le premier prix d'achat était de 58 €. Aujourd'hui, le Napoléon vaut 555 €. Vous auriez investi sur la période de 25 ans pratiquement l'équivalent de 4 500 € et cet or vaudrait l'équivalent de 9 500 € aujourd'hui. Donc ça vous ferait un return annuel de 10,5%. Donc voilà.
Donc on est avec cette idée d'intérêt composé. Ce qui est assez remarquable pour un actif qui ne paye pas d'intérêt ni de dividendes, puisqu'on sait que pas mal de financiers, dont notamment Warren Buffett, à un moment donné, était contre l'investissement en or, puis il a investi lui-même dans les mines d'or à un moment donné. Et l'argumentation était de dire, oui, l'or ne rapporte rien, l'or est un actif passif qui ne crée pas de valeur. Moi, j'ai envie de dire, à contrario, l'or peut créer de la valeur dans la mesure où les investisseurs qui investissent dans l'or revendent leur or avec une plus-value. Ça permet d'investir dans d'autres domaines d'activité, que ce soit dans l'immobilier, de faire fonctionner l'économie réelle. Donc clairement, l'or crée de la valeur et un effet de richesse pour les gens qui ont la volonté à un moment donné d'y investir. Et alors on nous pose souvent l'or physique, l'or papier aux ETF. Vous, quelle est votre position par rapport aux ETF ? J'ai, par le passé, créé un fonds d'investissement dans lequel on investissait également en or papier. La première chose que l'on vérifiait quand on investissait en or papier, c'était de voir si le fonds était backé par du sous-jacent physique. Il faut savoir que tous les ETF ne sont pas backés par de l'or physique. Il y a ce qu'on appelle les ETF synthétiques qui répliquent le cours de l'or. Et si à un moment donné, vous voulez récupérer de l'or physique, vous n'en aurez pas. Alors, sur base de la littérature que je lis régulièrement, il est fréquent qu'on cite certains chiffres dans la presse financière. Et un des chiffres qui m'a toujours interpellé, c'est pour 120 onces d'or papier, il existe seulement une once d'or physique. Ça voudrait dire que finalement, si on devait convertir toutes les onces papier en or physique, il n'y aurait simplement pas assez d'or physique. Donc le fait de choisir d'investir dans l'or papier versus l'or physique, pour moi, est un choix qui doit être mûrement réfléchi, avec l'éventualité de ne pas pouvoir à un moment donné avoir de l'or physique à la fin de la journée si on le voulait. Est-ce qu'il existe des opportunités dans d'autres types de métaux précieux ou est-ce que pour le moment c'est juste l'or qui attire l'attention des investisseurs ? Alors, comme on dit souvent, pour reprendre la chanson d'Abba, The Winner Takes It All, donc l'or est principalement le métal précieux qui est très demandé. À côté de cela, de plus en plus de clients demandent de l'argent. Alors l'argent est un métal industriel à la base et contrairement à l'or, l'argent est soumis à la TVA. Donc quand vous achetez de l'argent en Belgique, vous devez payer 21% de TVA et l'argent est un métal beaucoup plus spéculatif évidemment puisqu'il dépend du cycle économique dans lequel on se trouve et forcément de la demande des industriels. L'argent est beaucoup utilisé dans la fabrication notamment des panneaux photovoltaïques. À côté de l'argent, on propose également du platine et du rhodium parfois, suivant la demande du client. Donc chez nous, nous traitons de l'or d'investissement majoritairement, de l'argent, du platine et parfois du rhodium. Et par rapport à ces trois autres métaux précieux, il faut bien prendre en compte leur utilité dans l'économie réelle. Contrairement à l'or qu'on va plutôt mettre dans un coffre, l'argent, il y en a qui ne l'achètent pas que pour ça. Voilà, l'argent vraiment, c'est un peu l'antithèse de l'or. L'or n'est pas une valeur spéculative, l'argent l'est davantage. Et l'argent, je dirais, est plus compliqué à stocker puisque 1 kilo d'argent aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 000 €. Si vous voulez stocker l'équivalent de 1 kilo d'or en argent, mais il faut déjà beaucoup de place pour le stocker, ce qui est aussi une contrainte pour les investisseurs. Et donc, il est clair que nous, on recommande toujours à nos clients d'abord d'avoir une poche d'or plus ou moins importante et de compléter avec de l'argent s'ils le souhaitent pour tilter un peu peut-être la performance. Il est vrai aussi, on parle souvent du ratio or-argent dans la presse. Vous pourrez noter qu'actuellement, ce ratio or-argent est très élevé, puisque l'or a beaucoup monté, contrairement à l'argent, et que pas mal d'analystes recommandent à un moment donné de revenir sur l'argent, puisque l'argent a un gap de performance par rapport à l'or, qui est quand même assez important. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Je vous donne aussi rendez-vous le 26 mai prochain au Kinépolis de Bruxelles pour l'enregistrement d'un épisode en public. Pour réserver votre place, inscrivez-vous vite à l'adresse leco.be/trackerlive en un mot. Nous mettons tous les détails de cet événement dans les notes de l'épisode et bien entendu dans notre cher groupe Les Trackers de l'Écho sur Facebook. À la semaine prochaine.